Bonsoir tout le monde, bonsoir 4 juin 2024, que tu sois de Sunrise en Floride, d'Edmonton ou de Saint-Thomas d'Idim. On les aime les gens de Saint-Thomas. Je te salue et je te remercie d'être avec nous encore une fois ce soir. Comme à l'habitude, je suis avec ma tendre moitié, Alexandre Brabant. Comment vas-tu mon ami? Ça va bien, toi, mon chum? Ça va bien, malgré cette chaleur accablante. On parle encore de hockey parce qu'on est des mordus. Gros programme ce soir. La Coupe Memorial s'est terminée dans les derniers jours suite à une belle victoire surprise de l'équipe haute, le Spirit de Saginaw. On va vous faire un petit recap de la Coupe Memorial. On va parler de la finale. Une finale d'anthologie entre le Spirit et les Knights. Également, on va parler de nos équipes d'étoiles. Oui, merci. De nos équipes d'étoiles de la Coupe Memorial. Brabant, il y en a une. J'en ai une. Elles se ressemblent beaucoup, mais on va vous présenter ça. Par la suite, on va regarder ensemble les différents trophées qui ont été décernés dans la CHL, dans la Ligue junior canadienne. Les trophées ont sorti samedi dernier, je crois, pendant la Coupe Memorial. Et par la suite, pour finir, on vous parle beaucoup de notre Hartford List depuis quelques podcasts. La Hartford List, que c'est, mais c'est des joueurs qu'on ne touchera pas, qu'on vous propose vraiment pas de toucher dans vos repêchages de Ligue de hockey simulé, des espoirs qui sont classés par la centrale de recrutement pour le prochain repêchage, mais à ne pas toucher. Donc, on va vous présenter quelques joueurs qui se retrouvent sur nos Hartford Lists respectives. Donc, un gros programme. Comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, la Coupe Memorial s'est terminée, je crois que c'était dimanche dernier. Ouais. Nous avions une finale assez prévue, je dirais, en début de Coupe Memorial. Plusieurs gens qui connaissaient beaucoup les équipes juniors canadiennes, mais prédisaient une finale entre le Spirit de Saginaw et les Knights de London. La finale, tant attendue, est arrivée. Tout le monde s'attendait à une victoire des Knights de London, mais surprise! Dans un match complètement dominé par le Spirit de Saginaw, l'équipe haute l'a emporté 4-3. Un résultat serré, mais qui ne dicte pas l'allure de la rencontre, je crois. Tu as regardé cette finale-là dans les derniers jours. Tes impressions sur cette grande finale? En fait, ça a été vraiment une surprise. On s'attendait à une victoire de London, une victoire serrée qu'on s'attendait comme en match préliminaire. Ça a été, en match préliminaire, ça a été un match que n'importe qui des deux équipes aurait pu l'emporter. On s'attendait à un match serré. Puis, direct en première période, là, ça a été, je te dirais que London a été engouffré dans sa zone toute la période. La pression que les défenseurs de Saginaw ont mis sur les joueurs de London, c'était terrible comment ils n'étaient pas capables de sortir de leur zone, qu'ils n'étaient pas capables de s'installer en zone offensive. On parle des Donovan, des Haché, des Dionicio. Juste pour parler d'eux, on peut nommer Parrick, mais je n'ai pas trouvé que sa demi-finale et sa finale a été vraiment impressionnante. Des Denver Barkey, ça ne s'est pas levé en finale. Ça a vraiment été un match surprenant qu'on a eu droit. Troisième période, on a eu un petit retour qui aurait pu faire peur à Saginaw, mais non. Ils ont continué ils n'ont pas levé le pied, ils n'ont pas ralenti ou ils n'ont pas joué ses talons. Vu qu'ils sont revenus de l'arrière, ça a comme continué. But chanceux en fin de match, par exemple. C'est plate que ça finisse comme ça. Là. Le but mérité quand même. Oui, ben c'est ça j'allais dire. Avec tout ce qu'ils ont fait dans le match, c'était amplement mérité qu'ils l'emportent. London n'était clairement pas là. Avec 10 tirs dans le match, tu ne peux pas t'attendre à gagner. Là. Surtout avec une attaque comme ça, 10 tirs, c'est vraiment médiocre. Là. Je te dirais que Simpson les a tenus dans le match toute la rencontre. Pour ma part, ça a été vraiment le joueur de London qui a vraiment sorti du lot en finale. Non, je te dirais que c'est une belle surprise. Par exemple, ça a été un beau match dans l'ensemble. Oui, à première vue, les gens s'attendaient, et moi aussi, je m'attendais à une victoire, sans dire facile, des Knights de London, mais je m'attendais à une victoire dans cette finale-là.
Mais quand tu creuses un petit peu dans cette finale-là, on se rend compte que lors de la demi-finale entre les Knights de London et le Spirit de Saginaw en Ontario, bon, les Knights de London ont remporté cette série-là en 6 matchs. Il y a 2 matchs que Zane Parek était absent lors de cette demi-finale-là. Donc, sans Zane Parek, c'était 2 victoires de chaque côté, en fait. Puis là, avec le tournoi était disputé à domicile aussi. La foule était du côté du Spirit de Saginaw. Les Knights qui avaient passé directement en finale après la ronde préliminaire ont eu, je pense qu'ils avaient terminé genre le mercredi ou le jeudi la ronde préliminaire, la finale le dimanche. Bon, on avait une longue période de repos, ce qui a fait en sorte que, bon, les Knights ont peut-être commencé la rencontre un petit peu, pas sur les talons, là, mais ont été surpris par la ténacité du Spirit. Tu l'as dit tantôt, ils ont terminé la rencontre avec 10 lancés. 10 lancés. Ben, 12 lancés total. En fait. 12 lancés total. Et pendant le reportage, il mentionnait que la finale de la Coupe Memorial d'une équipe gagnante avec le moins de lancés était de 15. Les Knights sont pas remportés, donc... mais ça a vraiment été... Puis je pense que le Spirit ont frôlé... Ont-tu frôlé 40 lancés? 32, 34, je pense. On a vu dans cette finale-là, on a vu un Michael Simpson extrêmement solide devant la cage des Knights. Merci à lui. On a vu également un coup salaud là, de Landon Sim qui était en fin de première période, j'ai envie de te dire. Ouais, peut-être milieu. Ouais, fin je pense milieu. Qu'en fin, il restait. Puis il y a eu un 5 minutes de punition. On a terminé la première période en avantage numérique. Owen Beck a marqué. Puis en tout cas, l'avantage numérique c'est poursuivi en deuxième période. Fait que ça, évidemment, c'est un coup qui a fait très, très mal aux Knights parce que, bon, Dale Hunter, c'est un super de bon coach. Là, il connaît son équipe. Mais les Knights de London avaient peut-être joué à 3 trios puis à 4 défenseurs, littéralement. Pendant tout le tournoi, là, on regarde là, la troisième paire de défenseurs, c'était Jared Ruley, qui est un défenseur admissible au prochain repêchage en passant, puis un Brustowicz. Puis ces 2 défenseurs-là jouaient des 1 minute, des 2 minutes par match, parfois même 0. Donc, en tout cas, puis le 4e trio, c'était un peu la même chose. Donc, avec Landon Sim qui sort du match, mais on a monté un joueur de 4e trio sur la 3e ligne, c'était un Nichols. Bref, la profondeur du Spirit de Saginaw, je pense, qui a remporté cette rencontre-là. On a eu un excellent match d'Owen Beck, les partisans du Canadien. Owen Beck a marqué 2 buts, 2 très beaux buts, là, je dois dire, là, 2 bons lancers. 2 solides lancers, mais relaxés, partisans du Canadien de Montréal. Je t'entends, partisans du Canadien de Montréal, en regardant cette finale-là, mais tu te dis, wow, Owen Beck va jouer sur un trio avec Slavkovski et Cole Caulfield, probablement. Mais je t'invite à te calmer, à prendre une grande respiration. Si Owen Beck devient un centre de 3e trio dans la Ligue nationale, ça va être, pour moi, c'est son plafond, en fait. Là. C'est pas mal le maximum que ce joueur-là peut atteindre. Ça reste une excellente finale d'Owen Beck. On a aimé son tournoi, mais partisan du Canadien, calme-toi. Prends une grande respiration. Puis si Owen Beck devient un excellent joueur de bottom six, mais ce sera une très, très bonne nouvelle. Owen Beck qui devrait commencer la saison prochaine avec le Rocket de Laval. Calme-toi, partisan du Canadien de Montréal. Il va commencer avec le Rocket de Laval. Il va se développer là. Donc, je t'invite à ne pas penser qu'Owen Beck va commencer la prochaine saison avec le Canadien. Mais ce fut un très, très gros match. Je suis d'accord avec toi également que Zane Parek a connu une bonne ronde préliminaire, une demi-finale, une finale un peu plus tranquille. Moi, j'ai juste peur que ce gars-là, un jour, se fasse arracher la tête. On a parlé dans notre podcast de la semaine passée. Je ne sais pas, c'était un joueur qui était ciblé, là, littéralement, dans cette rencontre-là. Mais il y a tout le temps un méga hit. C'est un défenseur qui se protège très mal. Oui, clairement. Puis à toutes les fois, une fois par match, il y a un gros hit sur lui qui reste par terre, qui est blessé. Ça a été lui la victime du coup de salaud. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là, sur le coup de coude au visage de Landon Sim.
Ouais, moi j'ai checké, c'est durant qu'on regardait des matchs de Dickinson puis de London en général durant la saison, tu sais, j'ai souvent vu, c'est un joueur vraiment intense, là, puis je pense que son intensité a peut-être pris le dessus, là. Mais Ouais. c'était son genre de style de joueur durant la saison. Fait que, tu sais, ça m'a pas surpris que ça l'arrive, mais c'est dommage. Oui, très dommage. J'ai bien aimé le match et le tournoi en général de Rodwin Dioniccio. Moi, c'est un défenseur que Ouais. j'affectionne beaucoup chez le Spirit, un espoir des Ducks d'Anaheim, qui a été repêché en 5e ronde l'année dernière, un défenseur suisse que j'aime bien gros. Du côté des Knights, mais c'est ça, c'était vraiment un jour sans. Début de deuxième période, je pense que les tirs, c'était comme 22-1 du Ouais. côté pour le Spirit. Là, ça avait juste pas de bon sens. Les gros canons des Knights étaient très, très, très tranquilles. On a Easton Cowan qu'on voyait peut-être un petit peu plus. Ouais, il s'est fait timer 2-3 fois, par exemple. Il s'est fait, ouais, Owen Beck, il l'a assis. J'ai vu se faire une bonne mise en échec dans le centre de la patinoire en troisième période aussi. Non, ça n'a pas été facile. Devin Barkey a coûté le troisième but à Sagina avec une passe en plein centre intercepté, échappé de. Je pense que c'était Bloom qui a scoré le troisième. Échappé de ouais. Bloom et qui marque. Non, ça n'a pas été facile pour l'attaque des Knights de London. C'est ça. Ceci étant dit, là, les Spirits de Saginaw, malgré le fait que c'était l'équipe haute, malgré le fait qu'ils n'ont pas gagné leur coupe dans leur ligue, mais ils méritent grandement cette Coupe Memorial. Ouais. Ils ont vraiment fait un tournoi, là, un bon tournoi. Puis, même le match dans la ronde préliminaire contre les Knights, ce fut une rencontre serrée. Donc voilà, le Spirit de Saginaw qui remporte la Coupe Memorial, les Knights sur la deuxième marche du podium, les Warriors de Moose Jaw terminent au troisième rang et nos Voltigeurs de Drummondville, malgré, je ne sais pas ce que tu as pensé des Voltigeurs, là, mais malgré le fait qu'ils ont eu 3 défaites, là, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Là. Non, ben, ils ont passé sur toutes les équipes de la Q en playoff. Ça a été vraiment facile pour eux autres. Ils ont passé en 4 la grosse attaque de Bécomo, Ouais. mais le style de jeu plus hermétique qui ne laisse pas rentrer grand monde dans leur zone a été difficile avec les gros canons comme London, Sagina, Mais Moose Jaw. même Moose Jaw, ben ouais. Ça a été, c'est vraiment des grosses attaques. Moi, je pense qu'ils se sont bien défendus quand même, mais il manquait beaucoup de talent offensif, je pense, du côté des Voltigeurs. Ouais, moi, je suis un gros fan là, des équipes profondes là, avec une belle profondeur. Mais force est d'admettre que, bon, pour remporter un tournoi comme la Coupe Memorial, mais ça te prend genre une ou deux superstars, là, tu sais. Puis, tu sais, on t'a Savoie, t'as Savoie, Jagger, Amouja, Firkus, tu sais, Ferkus, ouais, puis, tu sais, mettons, Calvert. Cowan, Altunen à Ouais. London, à Saginaw, t'avais des gros noms. Tu sais, à Val d'Or, c'était Luke Woodward, là. Tu sais, À Drummondville. à Drummondville, excuse-moi, c'est quoi j'ai dit? À Val d'Or? Val d'Or. Ouais, t'as dit Voltigeur, ouais, Val d'Or. On le salue, on les salue, Allez. nos fans de Val d'Or, on vous aime. Non, mais c'est ça, à Drummondville, on manquait cette grosse vedette-là Ouais. pour Puis, marquer le but là, qui fait pas la Ethan différence. Gauthier était quasiment invisible tout le tournoi, qui était le joueur des Ouais. Voltigeurs. Ça a fait mal un petit peu, mais ils n'ont pas à rougir de leur performance quand même. Là. Ils se sont bien battus. Là. Ça n'a pas été des volets non plus. Parle-moi donc du monstre à 3 têtes des Warriors de Moose Jaw, Savoie, Ferkus, Jagger. Comment tu as trouvé leur tournoi? Moi, personnellement, je pense que Braden Yager, c'était le meilleur joueur de Moujja, en fait. Je Là. suis Ben, d'accord. offensivement, le meilleur joueur de Moujja, c'est Danton Matechuk, là, clairement. Là. True. Mais offensivement, tu aurais pu penser que des Firkus qui a gagné tous les trophées individuels comme attaquant dans la CHL auraient pu stepper up puis prendre les choses en main, mais non, ça n'a pas levé. Aussitôt que c'est venu physique, tu l'as perdu. Un peu pareil comme Savoie. Quand ça vient physique, tu le perds. Savoie, il fait juste perdre des plumes, comme j'ai dit au dernier podcast. Moi, je trouve que son jeu ne s'améliore pas. Ça reste soit pareil ou ça régresse. Mais tu sais, tout tourne autour de Braden Yager. Moi, je trouve qu'il a apporté l'offensive qui manquait à Moujja durant tout le tournoi. Là.
Ah, vraiment, Moose leur problème, c'était l'inverse de Val d'Or. Tabarnak. De Drummondville. Il y a vraiment qui viennent à Coupe Memorial. Ouais, let's go, Favre. Non, mais ouais, ça, contrairement à Drummondville, contrairement à Victoriaville, non, c'est pas vrai. Contrairement à Drummond, c'était vraiment les deux extrêmes, Moose et Drummondville. Drummondville, belle profondeur, mais pas de superstar. Moose, c'était beaucoup de superstar, mais très, très peu de profondeur. Ouais, c'est ça qui les a coûté. Ben, la demi-finale, ils ont perdu quoi? 7-1 contre Fogna? Un match à sens unique. Clairement, ouais. Comment tu as trouvé, si avant de passer à nos équipes d'étoiles, là, comment tu as trouvé les espoirs là, qui sont admissibles en 2024, les gros espoirs? Mettons Sam Dickinson à London, comment tu as trouvé son tournoi? Ben, moi, pour de vrai, il m'a agréablement surpris. Je trouve vraiment que c'est un défenseur, j'aurais pas parlé de même en début de saison, clairement pas, là, qui s'est amélioré. On l'a vu, début de saison, on l'aimait pas. Bon, on l'aimait pas pantoute, en fait. Milieu de saison, on l'aimait pas encore. Fin de saison, ses playoffs, on était là, OK, il s'améliore, c'est intéressant, il s'applique un peu plus défensivement, fait beaucoup moins de gaffes qu'il faisait. Puis à Coupe Memorial, pour de vrai, ça a été le meilleur duo avec Bonk pour London. Défensivement, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait beaucoup d'erreurs. Des erreurs coûteuses, il n'avait pas fait vraiment. Puis offensivement, pour de vrai, son tir, c'est vraiment un tir. Pour les défenseurs, c'est vraiment un tir élite. Là, et son tir du poignet, il est quand même assez solide. J'ai trouvé qu'il se portait à l'attaque au bon moment. Bon coup de patin, protection de rondelle, c'est super. Non, il monte un petit peu dans ma liste pour de vrai. J'aime pas ça dire ça, là, mais il le mérite. Pour de vrai, il le mérite. Non, c'est ça. Moi, Sam Dickinson, il a vraiment professionnalisé sa game là, cette saison. Je ne sais pas si c'est un mot, là. Mais en début de saison, on avait beaucoup de beaux flashs offensifs de sa part, mais beaucoup de crampes au cerveau. Puis au fur et à mesure que l'année a avancé, se porte moins à l'attaque, cible mieux les occasions d'appuyer l'attaque, a vraiment limité ses crampes au cerveau. Moi, j'ai vraiment aimé son tournoi aussi. Puis effectivement, il a marqué un beau but en finale également, un bon lancer, ça tu l'as dit. Lui, Sam Dickinson ou Zink Parek? Sam Dickinson, clairement. Sam Dickinson, clairement pour toi, OK. Zink Parek, son tournoi? Grosse ronde préliminaire, ronde des médailles. Mais tu sais, c'est grosse ronde préliminaire offensivement parlant. Oui, offensivement, sa vision, son IQ, son jeu de passe, son tir, c'est pas le plus lourd, mais il est précis. Mais c'est dans sa zone. Moi, j'ai beaucoup de misère dans sa zone. Ses replis défensifs, des fois, il se portait à l'attaque, il encaissait une bonne mise en échec, puis c'était le dernier à replier devant son filet, perd toutes ses batailles devant son filet. Dans le coin, quand il y va, ben, il va pas souvent, en fait, là, mais il perd toutes ses batailles. Mais tu sais, offensivement, c'est sûrement le meilleur défenseur offensif du draft, mais j'ai beaucoup de misère avec son jeu défensif. Là. C'est vraiment très décevant. Là. Non, c'est ça, je suis un peu dans le même sens que toi. Là. Ses qualités offensives, je les adore. Là, j'ai vraiment appris à l'aimer davantage lors de ce tournoi-là. Mais il va falloir l'adaptation là, dans les nationales, là, ça peut être très difficile pour lui. Là. Il y a beaucoup de choses à travailler dans son jeu pour être capable de performer de la même façon, là, ou presque dans la nationale. Puis, tu sais, on ne parle pas de son physique, là, mais il est vraiment pas gros. Il manque beaucoup de force physique. Mais il est tout le temps à terre. Il est tout le temps, Il est tout le temps à terre. C'est fou. Là. Ça a l'air difficile. Là, la moindre petite mise en échec, il fait mal. C'est vraiment... Ouais. Il n'est pas fort. Il est vraiment pas fort. Ouais, non. Il est large avec ça. Papier, ça. Ah, c'est l'enfer. Ça va être un genre de défenseur de genre... Là, je me lance, mais tu sais, genre un 15-16 minutes, premier PP. Puis c'est genre troisième paire, premier PP. Genre, moi, c'est de même que en ce moment, je le vois. Là. Ouais. Mais il est dur à mettre sur un top 4. Là. On a notre chum Memo qui est bien content que Zink Parek soit le champion de la Coupe Memorial. On le salue. Ah, je vais le mettre sur ma Ford list.
Ouais, il y a la comparaison qui est quand même intéressante avec Erik Karlsson au prochain niveau. Là. Je pense que son développement si son développement atteint son plein potentiel, là, c'est un style de jeu qui va ressembler beaucoup à Erik Karlsson. C'est ça, c'est tant mieux, par exemple. Karlsson, c'est un défenseur offensif Élite. que tout le monde prendrait dans son équipe. Défensivement, c'est vraiment difficile, mais tu sais, j'aimerais ça, Erik Karlsson, de voir sa grandeur et sa grosseur. Parce que je pense pas qu'il soit aussi frêle qu'on pense. Ouais, mais il a le temps de manger des épinards, notre chum, là. Ouais. Il a le temps de. Ben, souhaitons-lui. Ouais, j'espère aussi. C'est ça. Mais super intelligent, les gars, là, avec la rondelle, c'est fou. Là. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si c'était au dernier podcast que je disais ça, là. Mais moi, un joueur qui a de la misère défensivement à 17 ans, à 18 ans, je peux vivre avec ça. Mais je trouve pas que Zane Parekh met d'effort dans son jeu défensif. Là. Ouais, son équipe de travail a l'air. Il néglige vraiment son jeu défensif. Là. Vraiment, a l'air concentré vers l'attaque pas mal. Non, vraiment. Comment tu as trouvé notre chum Sam O'Reilly à London? Ah, ça en a un autre que j'ai adoré, je te dirais, son tournoi. Bon dans les 3 autres. C'est vraiment un joueur complet. Lui, contrairement aux autres, là, on parlait de défenseur, mais contrairement aux autres, on le voyait beaucoup dans son style de jeu défensif qui prenait vraiment ça à cœur et qui jouait très bien défensivement. Puis là, il commence à améliorer son jeu offensif, s'implique beaucoup plus offensivement, va chercher des rondelles dans le coin, va beaucoup jouer dans le trafic, apporte des rondelles au filet. Je ne pense pas que ça va être un gros scoreur, mais je le vois un peu comme un passeur, un travaillant qui va aller chercher des rondelles. Comme on parlait, il a commencé sur un troisième trio dans l'année, puis là, il a fini sur le premier trio avec Easton Cowan. Ça veut un peu tout dire. Là. Oui, puis faites attention avec Sam O'Reilly là, sur ses statistiques pendant la saison. Il n'a pas fait un point par match, mais regardez le line-up des Knights de London. Là, beaucoup de leur production offensive là, provenait des gros canons comme Easton Cowan. Il ne joue pas sur un PP. Là, non, c'est ça. Moi, c'est un espoir de très, très grande qualité pour moi. Là, je le vois, si ce joueur-là sort de la première ronde, sauter dessus. C'est un joueur qui est extrêmement responsable. Là. Je ne veux pas répéter ce que tu as dit, là, mais je suis tellement d'accord. Là. Puis, c'est un joueur qui est extrêmement responsable dans les 3 zones puis qui est capable d'apporter une production offensive qui est très intéressante. C'est pas le joueur qui va vous faire bondir de vos sièges par des jeux spectaculaires, mais toujours à la bonne place, un bon lancer, va se mettre le nez dans le trafic. Il y a vraiment une game qui est très, très, très complète, là, une game pro là, pour moi. Là, c'est vraiment un espoir que j'aime énormément. Ruslan Gazizov. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé un peu discret d'un round un peu plus. En finale, en fait, là, parce qu'ils sont pas allés en demi-finale. Mais en finale, j'ai trouvé vraiment discret. J'ai bien aimé ses rounds préliminaires. Un gars d'intensité. Je trouve pas que c'est lui qui a le plus de talent, mais il travaille fort, puis ça a apparu. Il a dérangé l'adversaire. Il s'est impliqué autant offensivement que défensivement. Mais non, j'ai bien aimé. Il est overrated, lui, hein, c'est ça? Ouais, c'était en 2004. Bon, ce que je lis, c'est que probablement qu'il ne se fera pas repêcher dans les nationales à cause de son âge. Mais il va probablement se faire inviter dans un camp. Là, il va signer un contrat agent libre un bon nez. Mais... Ouais, on lui souhaite. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Là, c'était comme c'est une petite peste, là, dérange l'adversaire, apporte une offensive intéressante. Là, j'ai bien aimé son jeu. Mais oui, c'est un 2004. C'est pas le plus gros des joueurs. Puis il parle pas anglais, puis il parle pas français. Ouais. Mais j'ai bien aimé son tournoi. Ça a été une belle trouvaille pour moi. Là. Je ne le connaissais pas avant ce tournoi-là. Puis non, je l'ai bien aimé. Fait que voilà pour la Coupe Memorial 2024. On salue tous nos partisans Street Scout à Saginaw au Michigan. On fait notre équipe d'étoiles avant? Yes, ouais. Mais je voulais juste saluer avant de passer au prochain sujet, là, tous nos fans Street Scout à Saginaw. On vous aime beaucoup. Thank you. Thank you so much de Street Scout. On vous souhaite plein de belles saisons à venir avec votre équipe. Voilà. Ouais, nos équipes d'étoiles. De la Coupe ressemble pas mal, par exemple. Ouais, on se ressemble pas mal. Toi, dans les buts, qui est ton gardien de but? Simpson.
Michael Simpson, pareillement, gardien de 20 ans des Knights de London, Je te avait eu... dirais. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Ben, je te dirais juste que si on n'est pas des professionnels de gardien de but, je ne commencerai pas à en parler en long et en large, mais je pense que c'est lui qui a connu les meilleures performances, qui en finale, il a tenu son équipe dans le match. Il aurait pu, selon moi, si c'était pas lui, ça aurait pu être 5-6-1, puis ça a été différent, puis il les a tenus dans le match toute la rencontre. Durant le tournoi, il a accordé un mauvais but qui était vraiment un mauvais but, mais sinon, en général, pour de vrai, ça a été quand même il a fait un très bon travail. 100%, gardien très solide. C'était un gardien de 20 ans qui a eu l'expérience de la Coupe Memorial l'année Ouais, passée avec Peterborough. Bref, là, surtout son match en finale, là, pour de vrai, ouais, là, les Knights de London ont complètement passé à côté de leur match. clairement. C'est grandement grâce à lui qu'il a gardé le match à 3-0, puis a amené London, mais London ne sont jamais battus. Là. Bref, Ben, c'est ça. ça a été un très, très, très bon tournoi pour Michael Simpson. Yes. Ton premier défenseur. Danton Matechuk. Ça a été clairement le meilleur défenseur du tournoi, le plus responsable. En fait, c'est du. Oui, le plus responsable. Il joue 33, entre 30 et 35 minutes par match. C'est sûr qu'à quelque part, tu vas le voir faire des erreurs de temps en temps. Là, c'est inévitable. Là. Tu ne peux pas jouer 35 minutes et faire 0 erreur. Ça se peut pas. Là. Ouais. À part si tu t'appelles Ziv Bouyoum. Là. Mais non, pour bon. de vrai, il est vraiment. Je l'ai trouvé vraiment responsable. Son jeu défensif, il était un peu plus difficile, mais je trouvais qu'il s'appliquait quand même assez bien défensivement. Il a appliqué de bonnes mises en échec, un excellent tir. C'est vraiment lui qui orchestrait l'attaque de son équipe. Donc, j'ai vraiment aimé son tournoi à Danton. Non, pareillement. Puis, tu sais, Danton Malachuk, là, moi, je l'ai vraiment. Moi, je me rappelle à son année de repêchage, je l'avais même pas dans ma première ronde. Puis, tu sais, en tout cas, moi, Danton Malachuk, là, au dernier championnat mondial U20, il avait été juste extraordinaire. Puis, dans la Coupe Memorial, il a juste poursuivi là, sur cette lancée-là. Je l'ai trouvé. C'est un défenseur qui est offensif, là, on s'entend. Ouais, Puis probablement qu'au prochain niveau, ça va être un défenseur offensif également. Mais c'était vraiment c'était la pierre angulaire de cette équipe-là. Là. Ouais. Même, c'est ça. Comme tu l'as dit, là, en jouant 32-33 minutes par match, c'est sûr qu'il y a des erreurs de fatigue là, que tu provoques dans ta zone. Mais non, sa game en général, là, je l'ai adoré, puis c'était une arme. Tu sais, là, sur l'avantage numérique là, de Mouja, c'était dangereux. Tu avais les trois top guns dans l'attaque. C'est mais c'était juste ça qu'il y avait, Moussa. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il passait le 2 minutes de PP sur le jeu. Là. Fait que, il débarquait pas. Puis tu sais, mettons, encore là, Matechuk qui est tout le temps jumelé avec les meilleurs trios puis les meilleurs. Il joue tout le temps contre les meilleurs. Là. Fait que c'est dur aussi un bon nez de... Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est lui qui a eu le meilleur tournoi du côté des 100%. défenseurs. Ton deuxième défenseur, c'est l'équipe de Oliver Bonk. Yeah, pareillement. Je te dirais qu'il est dans le même style un peu que Matechuk. A connu un très bon tournoi. Il a été jumelé avec Dickinson. On aurait pu penser que ça allait être juste de l'offensive qui allait être créé. J'ai trouvé que Bong qui était. Quand Dickinson se portait un peu plus à l'attaque, les deux s'alternaient beaucoup. Puis je trouvais qu'ils géraient très bien ça, les deux ensemble. Il y en a un qui se portait à l'attaque, ben l'autre il était un peu plus en repli, sans que ce soit les deux têtes folles qui partaient. Puis non, j'ai trouvé qu'il il avait responsabilisé son jeu défensif un petit peu. Mais offensivement, c'est vraiment une tête. Là, et offensivement, j'ai trouvé excellent durant le tournoi. Bon, moi aussi, c'est Oliver Bong, mon deuxième défenseur sur l'équipe d'étoiles. Moi, j'ai aimé son jeu offensif, évidemment, là, mais je l'ai trouvé vraiment solide défensivement. Là. C'est vraiment un défenseur qui joue des épaules, qui joue du bâton. Ouais. Il a un bâton qui est très actif défensivement. C'était le défenseur de confiance du côté des Knights. C'est très cool là, pour le développement de Sam Dickinson là, d'évoluer à côté d'un défenseur comme ça. Là. Ça l'a peut-être aidé aussi d'avoir un compagnon de duo comme Oliver Bong pour l'aider durant le tournoi. Là. 100%. Puis Oliver Bong, là, il jouait comme un défenseur de 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. Il a seulement 18 ans. Là, c'est en 2005. Là. C'est que l'année prochaine, il peut revenir
Puis probablement qu'il va revenir avec les Knights de London. Là, c'est un... T'as Philadelphie, lui, hein? T'as Philadelphie, lui. Ouais. Un Ouais, défenseur avec un très, 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 très gros potentiel. Là. Moi, je l'adore énormément. Ouais. Donc voilà, à date, on a le même goaler, on a les deux mêmes défenseurs. Ton premier forward, c'est qui? Mon premier, je dirais Easton Cohen, je pense. Ouais, je dirais Easton Cohen parce que je pense que c'est lui qui a. On le voyait sur toutes les séquences, tout le temps impliqué dans tout. Excellent patineur, transporte bien la rondelle en zone offensive. Autant son jeu de passe que son tir, tout le temps bien placé. Il rentre au filet. Je le trouve vraiment défensivement, j'ai pas vraiment remarqué son jeu défensif, il négligeait un petit peu, mais côté offensif, pour de vrai, je le trouve excellent. C'est vraiment une surprise de le voir se développer comme ça, quand l'année passée, on ne l'avait pas vu s'enligner comme ça. Là. Il a vraiment steppé up, en fait. Là. Non, autant, bravo. Ouais, vas-y. Bravo à Toronto. Mais autant Ouais. parce que là, on a juste parlé de la finale, mais c'est le dernier match qu'on n'avait pas parlé. On avait parlé de 4 matchs dans l'autre podcast, mais en parlant du 5e match, il a vraiment steppé up un bonnet. C'était contre Sagina, en fait, le dernier qu'on n'a pas parlé. Ouais. Puis, il s'est tapé un but, 2 passes dans le match. Quand a des matchs importants, d'habitude, à part en finale, il s'est levé, mais pas assez pour la faire gagner. Mais je trouve vraiment qu'il s'implique très bien là, dans la rencontre, en général. Non, vraiment, Easton Cohen, c'est une super belle surprise là, cette année. C'est un 2005 également, donc il pourrait revenir. Là. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va peut-être commencer à Toronto l'année prochaine. Permets-moi d'en douter. Ouais. Mais moi, c'est vraiment à quel point ce gars-là, il trouve les lignes de tir pour battre les gardiens adverses. Là. Juste en finale, c'est sûr que le goaler n'a pas été super bon, là, on s'entend, là, mais juste son petit shot à terre, man, qui a passé à travers plein de patins entre les jambes du goaler, j'ai trouvé... Mais des scoreurs naturels. Un scoreur naturel. En fait, il crée ses chances. Il envoie des rondelles au filet, fait qu'à quelque part, s'il ne l'aurait pas envoyé, il n'aurait pas scoré. Fait que lui, il a essayé, ça a rentré. Si tu n'essayes pas, tu l'auras jamais. Fait que, non, pour de vrai, j'aime ça. Il envoie des rondelles au filet, puis il essaye. Ouais. Easton Cohen qui est également sur mon équipe d'étoiles, puis qui étonnamment n'a pas été sur l'équipe d'étoiles là, qui a été décernée là, par les hautes instances là, de la Coupe Memorial. Là. Je ne sais pas qui choisit. Puis moi, je vais te voler ton deuxième joueur, un joueur que j'aime beaucoup. Braden Yager. Yager qui est sur mon équipe d'étoiles également, des Warriors de Moose Jaw. Moi, Yager, avant de tout, je veux dire, c'est pas encore mon préféré, mais force est d'admettre qu'il a joué un solide tournoi. On pense, quand on regardait Moose Jaw en début de tournoi, on avait Jagger Furcus, on avait, j'allais dire Carter Savoie, Mathieu Savoie. Attention, calme-toi, partisan du Kraken de Seattle. Jagger Furcus, même s'il a fait 348 points cette saison, il y a encore énormément de croûte à manger s'il veut jouer dans la Ligue nationale. C'est beaucoup de stock de juniors dans son jeu. Dans les matchs serrés, complètement transparent. Il manque de force physique. Oui, il y a l'instinct du marqueur, mais non, son jeu, il m'a vraiment, vraiment, vraiment déçu. Même chose pour Mathieu Savoie, mais Mathieu Savoie, pas que je le savais, là, mais j'ai tout le temps eu cette analyse-là de lui. Jagger Furcus, je le voyais meilleur qu'il était. Peut-être que j'ai été influencé par ses statistiques impressionnantes cette saison-là. Mais aussitôt que la game est un peu serrée, aussitôt que la game commence à brasser du papier sablé, il disparaît. Mais tu avais Braden Yager qui était de l'autre côté que lui fonçait dans le tas, qui a joué un tournoi complet. J'ai adoré là, sa présence défensive de Braden Yager. J'ai adoré son jeu sans la rondelle, son anticipation. Je dois dire, quand c'est les Penguins de Pittsburgh qui l'ont repêché assez tôt l'année passée. Ouais, 15, je pense. Ouais, je pense genre 13, là, mais bon, en tout cas, je peux. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. J'étais tabarouette, j'avais été surpris. J'étais comme, Pittsburgh, man, il repêche pratiquement jamais, genre en première ronde, puis tu vas repêcher lui. Mais ça peut être très positif parce que, en tout cas, sa game s'est grandement améliorée. Là, un attaquant qui est
Très bon offensivement, mais qui est excellent dans les 3 zones. Une game très complète. Beaucoup de pros dans son match. Bref, voilà. Braden Yager, mon deuxième attaquant sur mon équipe d'étoiles. Tu l'as-tu aussi, Satya? Non, je ne l'ai pas. Je vais être un peu différent de toi, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais amplement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je l'adore, en fait. Là. C'est vraiment un de mes joueurs que j'aime bien. Je ne l'ai pas mis justement parce que tu l'avais mis, là, pour pas qu'on aille tout pareil. Moi, mon deuxième, c'est Owen Beck. Je pense qu'il a connu un excellent tournoi. Que tu sois partisan de Montréal ou que tu ne sois pas partisan de Montréal, tu ne peux pas passer à côté de ce qu'il a montré durant le tournoi. Vraiment du chien. On a vu un très bon tir. Il a amené des rondelles au filet. Il a marqué des gros buts. Un peu d'arrogance dans son jeu. Toi, ça ne te déplaît pas. Moi, j'ai trouvé un petit peu arrogant. C'est correct. Tu as le droit. C'est du junior. Ouais. C'est bien correct. Son jeu défensif, il a bien fait aussi. Je trouvais qu'il faisait des beaux replis. J'ai trouvé que Sagina, dans l'ensemble, était vraiment une équipe intense qui ne laissait pas beaucoup d'espace. C'était un peu dans le même sens pour tous les joueurs de l'équipe. Mais je pense qu'il mérite d'être sur l'équipe d'étoiles, clairement. Oui, moi, c'est mon troisième attaquant sur l'équipe d'étoiles également. Mais calme-toi, partisan canadien, calme-toi. Mais j'ai lu là, après le tournoi que Owen Beck parlait beaucoup dans la chambre. Là, c'était haché le capitaine de cette équipe-là. Mais que Owen Beck prenait beaucoup la parole dans le vestiaire. Puis en tout cas, ses qualités de leadership ont ressorti également dans son jeu. Ouais, c'est ça. Un très bon tournoi de sa part. Bon cercle des mises en jeu également. C'est un attaquant qui excelle défensivement. Il y a une game pro, mais je pense pas qu'il y a les attitudes offensives là, pour être dans un top 6. Là. Mais il a connu un excellent tournoi. Ton troisième attaquant, c'est ton équipe d'étoiles? Pour closer, j'y ai été sûrement avec le scoreur naturel du tournoi, c'est Altunen. Pour de vrai, c'est le meilleur tir du tournoi. Sûrement un des meilleurs tirs de la CHL en ce moment. C'est même pas. Ces tirs, c'est vraiment de la précision à l'état pur. J'aime pas son jeu défensif puis dans zone neutre. Ça se passe beaucoup en zone offensive, mais je trouve que rentrer dans zone offensive, il va te prendre un tir d'un peu n'importe où, puis il va voir le petit trou, la petite opportunité de marquer. Puis ça je l'aime voir tirer au filet. C'est tout le temps des excellents tirs. Son but en finale, hein? Ouais, c'est l'enfer. Pour de vrai, coupe un peu dans le centre, prend une bonne shot. Il bat facilement les goalers, pour de vrai. C'est vraiment très beau à voir. Non, c'est un tireur élite, effectivement. Son jeu à 5, il a marqué à 55, là, mais je trouve qu'il manque peut-être de rapidité, de vitesse d'exécution là, à 55. Là, il va falloir qu'il améliore cet aspect-là s'il veut percer au prochain niveau. Bien d'accord. Pour votre information, l'équipe d'étoiles là, qui a été décernée, qui a été choisie par... Je pense que c'est la Ligue, je pense que c'est la CHL là, qui l'a choisi. Michael Simpson devant le filet. Denton Malachuk également défensive. Eux, ils ont choisi Rodwin Dioniccio, le défenseur du Spirit de Sagina. Bon choix. Arrière que j'aime beaucoup. Puis Owen Beck, Kasper Altunen, Braden Yager comme attaquant. Donc, voilà pour l'équipe d'étoiles de la Coupe Memorial. L'année prochaine, le tournoi se déplace à Rimouski. Donc, l'Océanique sera l'équipe haute de ce tournoi. Nous avons déjà bien hâte à ce tournoi dans un an. Les trophées décernés par la Ligue de hockey junior canadienne, on voulait faire un petit clin d'œil sur ces trophées-là. Il y a du Jagger Furcus un peu partout, mais calme-toi, partisan du Kraken. Commençons par le joueur de l'année. Le joueur de l'année, là, j'ai pu les nommer, mais le joueur de l'année a été décerné à Jagger Furcus des Warriors de Moose Jaw. Je pense qu'il a amassé, j'ai dit 348 tantôt, là, mais c'est quand même un peu moins. Là. Je pense qu'il a amassé 126 points. 126 points, ouais. 126.
C'est ça. C'est un attaquant très offensif. Puis il y en a beaucoup d'attaquants comme ça là, qui performent beaucoup là, dans la Ligue junior. Puis que mais pour franchir, pour monter la prochaine marche là, au prochain niveau, c'est plus difficile. Moi, j'ai bien peur que Furcus soit un de ces joueurs-là. Bon, je ne veux pas discréditer non plus la grosse saison qu'il y a eu. Là. C'est une solide saison. Il a été vraiment un acteur très important de cette équipe-là dans tout leur chemin en séries éliminatoires et en Coupe Memorial. Mais ma projection de lui au prochain niveau, pour moi, est très difficile à faire. Ben, je suis un peu dans le même sens que toi, en fait. Juste en voyant son jeu lorsque c'est physique, il faut quand même que tu lèves ton jeu d'un cran dans des situations un peu plus critiques et un peu plus importantes que dans une saison normale. Je comprends que c'est vraiment impressionnant, 126 points, mais tu as joué avec des Mathieu Savoie qui a fait quasiment 2 points par match, le nombre de temps qu'il était là, il a fini à 71 en 40, je pense. Après ça, tu joues avec Brandon Yager qui a fait toute saison de 100 points. Tu joues avec un des meilleurs défenseurs de la CHL. À quelque part, je comprends son 126 points, mais il y en a une partie que ça y appartient pas non plus. Là. Ben, ça y appartient, mais c'est dû par ses coéquipiers aussi. Là. Mais c'est vraiment dans les matchs critiques, puis lorsque ça vient physique, je le vois disparaître, en fait. Puis ça, je pense qu'au niveau supérieur, il va avoir beaucoup de misère à jouer s'il joue comme ça. Non, 100%. Les autres nommés étaient Easton Cowan des Knights de London et Mathieu Catafort des Moussettes d'Halifax. Fait en nomination, ils prennent tout le temps un joueur par ligue. Un joueur par ligue, ok, c'est pour ça qu'on a été surpris par un autre nom tantôt. Ouais. Donc, Mathieu Catafort, un espoir des Knights de London. Easton Cowan, un espoir des Maple Leafs de Toronto. Jagger Furcus, un espoir du Kraken de Seattle. Pour le défenseur de l'année, en nomination, nous avions Denton Matechuk des Warriors de Moose Jaw, Zane Parek du Spirit de Saginaw et Svevolod Komarov des Vultures de Drummondville. Le trophée a été remporté par le jeune défenseur du Spirit, Zane Parek. C'est sûr que moi, le défenseur, là, j'ai tout le temps, puis dans NHL, c'est le même problème que j'ai. Là, Memo, il doit être en train d'écrire de quoi. Là. C'est sûr que Memo est en train d'écrire de quoi. Ah, c'est ça. Tu sais, Zane Parek, là, puis je ne critique pas sa saison. Il y a eu une saison extraordinaire. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse. On donne toujours ce trophée-là au meilleur défenseur offensif, en fait. Mm-hmm. Zane Parek, il a marqué 30 buts. J'y donne. Il mérite. 93 points. Mais est-ce réellement le meilleur défenseur de la Ligue canadienne de hockey? Clairement pas. Moi, je pense pas. Mais bon, c'est lui qui l'a remporté. Lui, c'était, je voulais dire qui avait gagné l'année passée. C'était Zellweger qui l'avait remporté l'année passée. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Zane Parek a 17 ans en plus. Mais bon, j'y donne sa saison, mais pour moi, c'était pas le meilleur défenseur de la CHL. Là. C'est pas vrai. J'étais un peu dans le même bateau que toi. 96 points, je pense qu'il a fait. Ouais. C'est pas à négliger non plus. C'est vraiment impressionnant. Mais j'ai beaucoup de misère, comme tu dis, avec ce trophée-là. C'est vraiment pas bien divisé. On pourrait quasiment parler d'un défenseur défensif, d'un défenseur offensif, puis de défenseur complet. Moi, tu me dis meilleur défenseur cette année, je vais te dire Denton Matechuk, clairement. Mais c'est ça. C'est dur à y aller dans ce sens-là que le meilleur défenseur est tout le temps celui qui fait le plus de points. Je te pose une colle. On s'en est même pas parlé off-cam. C'est là tu dois commencer à être stressé. La tension monte. Qui a remporté le joueur de l'année dans la CHL l'année passée? Dans la CHL l'année passée? Dans la Ligue junior canadienne. C'est une bonne question. Hein? Il a été repêché premier overall l'année passée. Ah, ben oui. Ouais, Chris. Je savais que t'allais. On va dire dans ma tête, c'était comme un an
en retard. Fait que, mettons, moi, il était déjà NHL l'année passée. Mais non, OK, c'est... Ouais, ben oui, clairement. Connor Bedard. Connor Bedard. Olen Zellweger, comme je l'ai dit, des Blazers de Kamloops avaient remporté le meilleur défenseur de l'année passée. Bon, les gardiens, là, on va le nommer. Tu fais des fun facts à soir ou quoi? La POC 15 cents de rabais sur le premier mois Patreon Street Scout seulement. Le gardien de l'année, là, on va passer rapidement parce qu'on n'est pas des experts à la matière. En nomination, on avait Brett Meerwald des Giants de Vancouver, Jacob Oster des Generals d'Oshawa, qui ont été finalistes dans la Ligue de l'Ontario, et William Rousseau des Huskies de Rouyn-Noranda. Et c'est le Cerbère québécois, William Rousseau, qui a remporté la palme. Bon, je ne te ferai pas de call. Qui a remporté le gardien de l'année passée? Ça a été Nathan Darvaux! Nathan Darvaux des Tigres de Victoriaville, le petit gardien. Je pense qu'il mesure 5 pieds 8. Lui, ça n'a aucun sens. Mais voilà pour le gardien de l'année. La recrue de l'année. En nomination, nous avions Gavin McKenna des Tigers de Medicine Hat, Jake O'Brien des Bulldogs de Brantford et Émile Guité des Saguenay-Chicoutimi. Sans surprise, Gavin McKenna, le prodige, the next one. C'est ça. Gavin McKenna a remporté la palme là, sans trop de problèmes. Mention honorable à Émile Guité des Saguenay-Chicoutimi. J'ai adoré sa saison. Ouais. Malgré que Chicoutimi, tu avais Monts-des-Ruisseaux, tu avais Maxime Massé, mais c'était souvent Émile Guité qui était le meilleur joueur de l'équipe lors de ces rencontres. Clairement. Les meilleurs coachs, là, c'est Jean-François Grégoire des directeurs de Bécamo qui l'a remporté. Bravo à lui. Ça a vraiment paru en finale de la LHJMQ. Le Top Draft Prospect Award, donc le meilleur espoir là, au prochain repêchage. En nomination, nous avions Caden Lidstrom des Tigers de Medicine Hat, Zane Parek du Spirit de Saginaw et Maxime Massé des Saguenay-Chicoutimi. Quasiment gênant. Ouais. Le gagnant, mais ça, c'est comme on se disait tantôt off-cam, il y a peut-être un débat à avoir. Le gagnant a été Caden Lidstrom des Tigers de Medicine Hat. Ça aurait pu être Zane Parek, on aurait pu parler de Sam Dickinson. On aurait même parlé de Carter Yakimchuk qu'on aime beaucoup. TJ Ginla, effectivement. Berkeley Catton. C'est Caden Lidstrom qui l'a remporté. Il n'a pas joué beaucoup cette année. Non, clairement pas. J'ai beaucoup de misère avec ce choix-là, en fait. Là. Il se base sur un début de saison pour nommer le joueur. Je suis un peu... ça n'aurait pas été mon premier, ni mon deuxième, ni mon troisième choix, en fait. Ça aurait été qui, toi, le tien? De la CHL, je pense, ça aurait été TJ Ginla. Moi tout. De la CHL, en fait, on parlait de la CHL, mais ça aurait été TJ Ginla le premier. J'aurais peut-être été avec un Berkeley Catton deuxième. Puis, tu sais, en parlant de playoff puis de Coupe Memorial, tu sais, je pourrais y aller avec un Sam Dickinson troisième, admettons. Je te pose une colle. Là, tu me parles... Ouais, vas-y, ouais. Qui a remporté le Top Prospect Draft Award l'année passée? Je sais pas. Connor Bedard. Hey. Ah oui! Yes, sir! Juste un. Bon, les autres là, bon, lui qui a gagné la scholarship, là, le meilleur athlète étudiant, ça a été Noah Chadwick, je pense. Bravo à lui pour sa cotère. Voilà. Pour les trophées de la CHL. Si t'avais le goût de la sortir, celle-là. Hein? Ouais. On salue nos fans Patreon qui sont de Lethbridge. Hein? Chadwick, c'est un gars des Hurricanes de Lethbridge. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent à Lethbridge. On les salue. Puis on félicite leurs joueurs d'être aussi assidus sur les bancs d'école. Voilà, pour terminer le show de cette semaine, on voulait vous dresser quelques joueurs qui se retrouvent sur notre Hartford list. Je refais la petite histoire là, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois. La Hartford list, c'est quoi?
Il y a quelques mois maintenant, j'ai écouté un podcast où Alain Chéné, l'ancien dépisteur-chef des Ducks d'Anaheim, était l'invité. Puis il disait que quand l'équipe de dépisteurs des Ducks formait leur liste finale, ils avaient toujours à côté leur Hartford list. La Hartford list, c'était les Mighty Ducks dans le temps. C'était pas les Ducks, c'était les Mighty Ducks. La Hartford list, c'était tous les joueurs que peu importe le choix de repêchage qu'ils avaient, on ne touche pas à ces joueurs-là. Ne pas toucher. Puis pourquoi Hartford, mais c'était en référence avec les Whalers d'Hartford, parce qu'Alain Chéné disait que les Whalers d'Hartford repêchaient toujours des joueurs dont lui ne voulait pas. Puis, pour compléter l'histoire, un moment donné, les Ducks rencontrent Nikita Filatov lors d'une entrevue. Puis, l'entrevue, Nikita Filatov a été cocky, a demandé aux Ducks, vous repêchez à quel rang? Les Ducks, je pense, repêchaient 6e ou 8e de mémoire. Il a dit, moi, je ne veux pas vous parler parce que je vais partir top. Je pense qu'il avait dit top 4 ou top 5. Là. Fait que là, Alain Chéné, il a dit, OK, Nikita Filatov sur notre Hartford list. Ça nous a donné l'idée de faire notre Hartford list Street Scout. Brabant en a une, j'en ai une. C'est pas encore hyper complet, mais on peut vous dire quelques espoirs qui se retrouvent là, lock sur notre Hartford list. Est-ce que tu veux commencer? Je peux commencer avec lui, je n'ai parlé depuis le début de la saison. J'ai beaucoup de misère avec son jeu. Toi, pourtant, tu l'aimes quand même beaucoup, je pense. Adam Yeko. Je l'aime. Là. Un bon choix de début de deuxième ronde pour moi. Ouais, moi, j'ai beaucoup de misère avec son jeu. Dans l'ensemble, je le trouve vraiment pas impliqué. Je trouve vraiment qu'il a un coup de patin très moyen. Je ne remets pas en question son lancer. Il a un très bon lancer, mais je trouve qu'il ne s'implique pas assez dans le jeu. J'avais trouvé que son jeu défensif était... je trouvais qu'il tournait en rond beaucoup dans sa zone. Puis j'y toucherais même pas avec un 6e choix. Intéressant. On s'en reparle en cadran. Ouais. Peut-être que je vais être un roi, peut-être que je vais être un 0 et peut-être que tu seras un roi. Donc, Adam Yeko pour vraiment, mais je salue ton audace quand même. Tu as pris un espoir assez haut au repêchage. J'en ai un encore pire que ça tantôt. Je salue vraiment ton audace. Je ne suis pas encore audacieux à ce point-là pour ma Hartford list. J'ai des choix là, de classer en première ronde que, je toucherais probablement pas en première ronde, mais de là à les mettre sur ma Hartford list. Prochain épisode. Moi, pour ma part, sur ma Hartford list, mon premier espoir, on parle d'un espoir de 2-3e ronde, là, le défenseur suédois, Gabriel Eliasson. Gros défenseur, physique, mais qui a un coup de patin vraiment, vraiment, vraiment déficient. Puis, tu sais, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il me fait penser à Hall Gill. Pour de vrai, là, il me fait vraiment penser à Hall Gill. Peut-être avec un patin un petit peu plus fluide du côté d'Eliasson. Mais dans la Ligue nationale de 2024, j'ai beaucoup de difficultés à projeter le style de jeu de Gabriel Eliasson. Oui, ça peut être un défenseur qui va exceller en désavantage numérique. Il a un long bâton, un bâton actif, mais c'est vraiment au niveau de son coup de patin. Oui, il est physique, mais souvent arrive en retard sur le jeu dans les coins de patinoire le long des rampes. Donc, moi, avec le choix de 7e ronde, le dernier choix de l'encan 2024, mais je ne repêche pas Gabriel Eliasson. T'en as-tu un deuxième? Je l'avais, Eliasson. On va le passer parce que j'ai les mêmes réponses que toi. Mon deuxième, ça serait Charlie Elick. Clairement, un défenseur que je déteste. Je l'ai détesté le premier match que j'ai écouté de lui en début de saison. Puis c'est au U20 qu'on l'a vu la dernière fois, je pense, au 18. U18, oui. U18. Je l'ai encore détesté. Un défenseur c'est un défenseur extrêmement défensif, mais que je trouve qu'il est très, 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 très lent. Il perd la rondelle dans ses propres patins. Je trouve qu'il n'y a aucune coordination. Vraiment pas rapide. Il y a des séquences que je l'ai vues derrière son filet. Là, c'était affreux. Les attaquants adverses étaient capables d'y passer la rondelle entre les patins. C'est vraiment sa lenteur qui fait que je ne suis pas capable. Non, ça marche pas pantoute. Puis, côté offensif, on n'en parle même pas. Fait que...
Moi, je l'ai 9e. Non, c'est pas vrai. J'allais dans mon top 10. Non, mais moi, j'ai aimé. C'est pas un espoir que j'affectionne énormément, là, mais j'ai quand même aimé sa progression. J'ai aimé l'amélioration au niveau de sa mobilité. Effectivement, c'est pas un défenseur offensif, mais avoir Charlie Elick. Mais encore une fois, je salue ton audace. Tu mets des espoirs de qualité sur Hartford List. Vraiment, ouais, je te trouve audacieux et très courageux. Et je salue cette qualité que tu as chez toi. Le troisième, ben moi, mon deuxième, en fait, je suis encore un peu. Je suis peut-être un peu trop frileux. Peut-être à la fin, je pourrais dire les choix de première ronde où ils ne sont pas sur ma Hartford List, là, mais que je suis un petit peu craintif. Ben moi, j'ai Atos Koivu, malheureusement. Puis Atos Koivu, depuis le début de la saison, monte sur les listes. Je pense qu'il a descendu là, dans la liste finale. Mais Atos Koivu, je l'ai regardé énormément souvent cette saison, cette année. J'ai cherché des choses à l'aimer. C'est un petit attaquant. Vision du jeu correcte, mais il n'y a aucune qualité qui est suffisante pour évoluer au prochain niveau. Il n'y a vraiment rien là. Si tu le regardes, t'es comme. C'est juste rien, genre. Là, son jeu est très fade pour de vrai. Fade, ouais. Ah, merci pour le terme, c'est même. Fade, fade, c'est parfait. Il est vraiment. Tu sais, mettons, je l'ai aussi à cause des U18. Là, on avait parlé un petit peu, puis je le trouvais pas impliqué. On le voyait pas dans le jeu. C'était vraiment affreux. Ça en était un aussi que j'avais sur ma liste. Non, de vrai, je suis vraiment pas impressionné par son jeu. Là. Puis, en début de saison, je l'aimais quand même un petit peu. Puis on dirait qu'il n'y a aucune progression qui s'est passée. Puis on aurait dit que son éthique de travail a diminué. Non, ça ne l'augure pas très bien, je pense. Fait que là, toi, t'as Eliasson, t'as Koivu, t'as Elick, puis t'as Yeko. Ouais. T'en as-tu un autre? Ben, dans le même. Avant le U18, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps eu Adam Yeko puis Maximilien Curran dans le même bateau. Mais Maximilien Curran, j'ai trouvé que durant le U18, son coup de patin, j'ai trouvé amélioré. C'est pour ça que je ne voudrais pas le mettre dans ma Hartford List. Je le trouvais un peu plus impliqué que je le dis. S'il aurait continué sur la même lancée, il serait tombé dedans aussi, mais je ne le mettrais pas pour l'instant. Moi, mon troisième sur ma Hartford List, j'ai Thomas Desruisseaux, des Saguenay de Chicoutimi. Vraiment intéressant. Oui, c'est un attaquant qui possède de très bonnes mains, une belle vision du jeu, mais beaucoup trop frêle physiquement et un coup de patin extrêmement lent. C'est un joueur qui profite grandement là, de la grande patinoire à Chicoutimi. De mémoire, frôle un point par match là, cette année à Chicout, sauf que beaucoup de ces points sont faits à domicile quand ils vont jouer à l'extérieur sur des glaces aux dimensions NHL, en fait. Il n'est pas assez rapide. Sa vitesse d'exécution est un petit peu lente pour s'illustrer dans le match. Donc, moi, j'ai Thomas Desruisseaux là, sur ma Hartford List. Si un quatrième... Ouais, vas-y. Non, pour de vrai, je suis quand même assez d'accord. Je sais pas si je l'aurais mis sur ma Hartford List. Vite de même, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'on avait parlé aussi que son jeu, on le trouvait... on trouvait que ses points, il les méritait pas tout le temps. Là. Non, 100%. Mais je vais le trouver. J'étais en train de chercher pour voir le nombre de points qu'il a fait à domicile avec l'opposé à l'extérieur, mettons. Mais si j'ai tort, tu le dis pas, là. Okay, on va juste changer de sujet, puis on va espérer que nos partisans qui sont à Saginaw puis à Calgary là, oublient ce qui vient de se passer. Il n'y a pas de problème. Un quatrième que j'ai noté, Daniel Ostinkov, un défenseur suisse que j'ai sur ma Hartford List. Daniel Ostinkov a un 6 pieds, 180 livres, gabarit correct, qui patine bien, mais je trouve qu'il joue comme un défenseur. Puis ça, il pourra peut-être s'adapter, là, mais il joue comme un défenseur qui n'est pas. Je pense que c'est un défenseur
Bon, bref, il va beaucoup se porter à l'attaque. Des fois, tente de déjouer l'adversaire avec une feinte mirobolante, mais ça ne fonctionne jamais. J'aimerais mieux le voir garder sa game simple. Mais voilà, j'ai écouté beaucoup de ses matchs aussi. Il a joué au U18, il a joué au U20. J'ai détesté ses rencontres. Dans mes notes que j'ai toujours des notes merdiques. Donc, j'ai Daniel Ostinkov qui joue en première division suisse. C'est quand même rare pour un défenseur de son âge, qui est classé quand même assez haut. Mais voilà, sur ma Orford list, Daniel Ostinkov. Mais t'as quand même, sans dire que les points, il a fait 40 points à domicile, 30 à l'extérieur, mais il a fini à plus 7 à domicile puis moins 17 à l'extérieur. Thomas Delristo, sur ma Orford list, je l'ai. Tu vois quand même qu'à l'extérieur, il est pas mal plus à risque quand il est sur la patinoire. Ah, on me dit à l'oreille que Thomas Delristo était notre premier invité la semaine prochaine, puis qu'il a décliné notre invitation. Lui, notre puis Sam Dickinson. Va être pour plus tard. Ouais, c'est ça. On a quand même fait une entrevue avec Sam Dickinson. Yeah, puis Beckett Seneca. Merci à Fred. Yes, sir. Là, j'en ai 4 sur mon Orford list. J'ai tendance à en mettre un 5e, mais je ne suis pas encore sûr. Je veux closer mon évaluation. Mais ça, tu m'as parlé d'un gars de première ronde que peut-être... Je ne sais pas de quoi tu parles. OK, si t'es trop frileux pour en parler. C'est sur cette note que va se terminer le 18e épisode. Non, mais en première ronde, moi, j'ai un joueur qui est en première ronde. Puis, tu sais, je ne le mets pas sur mon Orford list là, parce que j'aurais un choix en fin de deuxième, début de troisième ronde, je le prendrais. Va-t-il être disponible? Non, mais moi, Tarek Parachak. Du loin en fin de deuxième, troisième ronde. Ouais, mais l'Orford list, le concept, c'est que tu ne prends pas le joueur. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, tu serais début de deuxième, puis tu y penserais même pas. Non, Tarek Parachak, non. 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 On verra. Mais il n'est pas sur Orford list, par exemple. J'ai pas assez proche de mettre Zane Parek sur Orford list, mais il n'est pas sur Orford list. Mais non, Zane Parek, il a monté dans mon estime là, en fin de saison, même si tous les doutes que j'ai en lui sont encore là. Mais je pense que j'avais négligé un peu là, son coup de patin, sa vision de jeu, bref, ses talents offensifs. Là, je ne les pensais pas à ce niveau-là. Donc, voilà. Si je regarde rapidement d'autres, là... Non. Je pense que ce serait les 4 premiers sur Orford list. Ça aurait du sens pour moi aussi, en fait. Mais là, par exemple, il y a quelque chose qui me déçoit de nous. Qu'est-ce qu'il y a? On a parlé beaucoup d'un espoir qu'on n'aimait pas dans nos 17 premiers épisodes. On n'a pas parlé à tous les épisodes, là, mais à quelques reprises depuis qu'on fait le podcast. Dean, les tourneaux. Ouais, moi, j'ai pas fini mes visionnements dessus, fait que je peux pas le mettre sur ma Orford list. Mais toi, je sais que tu les as terminés. Hein? Non, pas tout. Hey, c'est qui Dean Letourneau? Non, mais Dean Letourneau, tu sais... Lui qui joue à l'école secondaire, hein? Ouais. Il joue à l'école secondaire. Il a joué 2 matchs en USHL là, au courant de l'année. Il n'a pas fait grand-chose. Mais Dean Letourneau, je me dis... Premièrement, je pense... je ne l'avais pas en haute estime parce que de le voir classé aussi haut, genre, tu sais, la NHL le met sur des mock drafts, pas la NHL, mais il y a plusieurs mock drafts qui le mettent en première ronde. Les différentes listes le classent peut-être dans les 45 premiers, ce qui est un excellent choix. Très bon encore. Ouais. Un attaquant de 6 pieds 7, là, il est énorme. Dans sa petite école, là, ce qu'il joue là, à St. Andrews de mémoire. Il performe parce qu'il est plus grand, il est plus gros que tout le monde. Mais j'ai tendance à ne pas le mettre dans mon Orford list parce que je pense qu'il pourrait avoir un développement comme à la Michael McCarron. Puis moi, ma Orford list, la manière que je la conçois, c'est que à ce joueur-là, s'il joue dans... Je ne pense pas qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale, mais s'il joue dans la Ligue nationale, c'est... Bon, je ne veux pas donner le nombre de matchs, mais tu sais, quelqu'un qui passe sa carrière dans la ligne américaine, puis des fois, il y a un call-up, il en joue 3, il en joue 5, qui termine peut-être sa carrière avec une 50aine de matchs.
Dean Letourneau, là, je pense qu'il peut avoir un développement pour être comme un Michael McCarron, mais on ne parle pas d'un top 6. Là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a juste pas assez de talent, en fait, là, pour jouer régulièrement dans la Ligue nationale pour moi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est quand même une licorne là, en son genre. Là. C'est un joueur qui est unique, là, un gros attaquant, qui est quand même. Je ne veux pas dire qu'il est rapide, là, mais qui est pas lent. Il n'est pas lent, mais. C'est une licorne, man. Ouais, c'est une licorne. Dean Letourneau. Mais voilà. Pour ma Hartford List-ish. Ouais. Si on a d'autres joueurs qui se. Parce que nos évaluations des joueurs ne sont pas encore complétées. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui vont se joindre à notre Hartford List. On vous les partagera avec vous en temps et lieu. On travaille encore fort là, pour compléter notre top 100. Là. On est rendu à une centaine de 110 noms sur nos 2 listes. Fait qu'on travaille fort, mais il nous reste encore une vingtaine, trentaine, 35 peut-être évaluations à compléter. On a hâte de vous montrer notre résultat final. Alors voilà pour le 18e épisode du Street Scout Podcast. Merci de nous écouter. Merci de nous encourager. Allez liker notre page YouTube Street Scout. On est disponible également sur Spotify. Bref, merci d'être là. On se voit la semaine prochaine pour le 19e épisode du Street Scout Podcast. Salut mon chum. Hey, mon homme.